Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne compte pas révéler l'identité des maîtres fumiers car ce n'est pas mon champ d'expertise, mais si vous êtes curieux à ce sujet, je vous invite à vous rendre sur ces deux comptes Twitter que vous retrouverez dans la description. Du coup, ma vidéo sera davantage une analyse de la communication et donc des techniques de manipulation de la page de Maître Fumier. Le truc, c'est qu'il est également difficile d'avoir des preuves factuelles sur ce sujet, à moins de tout archiver depuis 2 ans ou d'avoir une grosse mémoire. Mais malheureusement pour eux, je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes. C'est pourquoi ma vidéo s'adressera à ceux qui ont foi en ma véracité ou aux abonnés de longue date de Maître Fumier qui pourront donc confirmer les dires que j'avance sans preuve visuelle. Mais bref, pour contextualiser, Maître Fumier est un média qui a vu le jour courant 2022. À la base, il s'appelait La Transpiration en référence à la sueur. Et ils se sont très vite démarqués des autres médias classiques par deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils avaient des infos et des dossiers exclusifs sur le MMA français, mais la deuxième, c'est qu'ils les balançaient en anonyme. Ceux qui tiennent la page n'ont jamais révélé leurs identités. Le leitmotiv de La Transpiration était d'assainir le MMA français de l'emprise et de la malhonnêteté de Fernand Lopez, qui avait une influence non négligeable à cette époque-là. Ils ont alors commencé à balancer des dossiers et des insides qui étaient pertinents, mais avec le temps, ils ont décidé de changer de compte et de se renommer en Maître Fumier, histoire d'avoir leur propre image de marque. Et sur ce compte-là, ils ont continué à révéler des dramas et des mystères qui entouraient le MMA français, mais ils se sont surtout spécialisés dans l'annonce de combats et dans la promotion d'événements, un peu comme n'importe quel média classique. Et personnellement, c'est une page que j'aimais beaucoup à la base. En plus d'avoir certaines exclus de combat avant tout le monde, je trouvais qu'ils apportaient un certain vent de fraîcheur avec leur franc-parler. C'est d'ailleurs leur révélation concernant Fernand Lopez autour du combat Amoussou-Abdoul qui m'a valu l'impossibilité de retourner chez Ares en tant que média à cause d'un tweet que j'avais fait. Et d'ailleurs, à l'époque, je les avais contactés en message privé pour leur expliquer la situation. Et ça m'est aussi arrivé de les DM pour leur demander des infos ou participer à leur concours. Mais avec le temps, les connaissances et l'expérience, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que malgré ce qu'ils prétendaient, les maîtres fumiers n'étaient pas là pour le bien du MMA français, mais ils étaient là pour défendre leurs intérêts et pour tenter d'imposer un certain discours et une certaine vision du MMA. Et c'est ce que je compte vous démontrer dans cette vidéo. En plus d'être anonyme, une des particularités de Maître Fumier, c'est d'avoir une page Instagram privée. Et bien que ça pourrait paraître anodin, ça ne l'est pas du tout, car cela leur permet de contrôler à 100% leur discours. Les stories qu'ils postent ne restent pas plus de 24 heures et eux seuls ont la main mise dessus, ce qui leur permet de ressortir celles où ils ont raison et de ne jamais ressortir celles où ils se trompent. Et surtout, ils ne peuvent pas être contredits ou confrontés. S'ils étaient sur un réseau social classique, les gens pourraient répondre ou argumenter histoire d'exposer leur point de vue afin de créer le débat. Mais le problème, c'est que seuls leurs DM sont accessibles. Et encore une fois, ils postent les discussions qui vont dans leur sens ou vantent leur mérite, mais bloquent toutes les personnes qui osent omettre une critique. Et là, ça commence à devenir intéressant, parce que dans les grandes lignes, on se rapproche vachement d'un régime autoritaire. D'un régime qui impose la terreur et le blocage à ceux qui osera les critiquer. D'un régime qui manipule les chiffres, parce que oui, ils ont 39 000 abonnés, mais eux prétendent sciemment qu'ils en ont 350 000 en attente, et que s'ils les acceptaient tous, ça serait la page numéro 1 dans le MMA français. Et étant donné qu'on n'a jamais vu ce chiffre concrètement, on pourrait émettre des hypothèses comme quoi c'est illogique, comme quoi une page qui ne fait pas de contenu aguicheur et pas de contenu mainstream, qui plus est privé, et qui a moins de 2 ans, serait au-dessus de la sueur ou de MM Arena. Mais personnellement, j'ai préféré me baser sur les stats et les probabilités. C'est pourquoi, il y a peu de temps, j'ai demandé à mes 3 meilleurs amis de follow la page, et avec un calcul de probabilité simple où on divise 39 000 par 350 000, on trouve que chacun de mes amis avait 11% de chance de se faire accepter. Le truc, c'est que les 3 ont été acceptés dans l'après-midi qui a suivi leur demande. Et la chance qu'une probabilité de 11% se répète 3 fois de suite est de 0,14%. Alors, coup de chance ou manipulation des chiffres pour créer un sentiment d'exclusivité et de proximité à ses abonnés qui auraient juste à ne pas les contredire pour garder ce privilège d'être abonné à la page qui lâche toutes les exclus. Personnellement, je pense qu'ils font ça pour paraître plus forts que ce qu'ils ne sont réellement, parce que quand t'es réellement le numéro 1, t'as pas besoin de le rabâcher tout le temps. T'as pas besoin de montrer chaque fois qu'une personne un peu connue ou influente te DM ou fait une demande d'abonnement. T'as pas besoin de rappeler sans cesse tous les accomplissements que t'as fait, comme quand tu fais une story où tu dis que c'est grâce à toi que Samba Sima ou que Théo Boudin signe à l'Hexagone, comme si c'était des no-name et pas des prospects européens très en vue. Parler dans une story de Coca et McDo alors que c'est pas eux qui donnent du gaz à leur numéro 2 que sont Pepsi et Burger King. Mais surtout, c'est rarement les numéros 1 qui se victimisent et qui crient à la théorie du complot contre eux. Parce que leur discours de tout le monde veut nous faire tomber, ça ressemble vachement à celui d'une secte. Les sectes n'admettent jamais avoir tort, comme Maître Fumier, qui n'admettra jamais avoir tenu des propos islamophobes, racistes ou négrophobes, et qui préférera rabâcher
que ces accusations sont uniquement motivées par la jalousie. Parce qu'on va en parler de ça. À titre personnel, je suis quelqu'un qui ne tire jamais de conclusion sur l'intention d'une personne. Je suis conscient que potentiellement, leur intention n'était pas de faire des stories dénigrantes et que ça peut être de la maladresse, mais tu peux pas utiliser la rhétorique du petit nègre contre Doumbé, critiquer la foi de Doumbé et émettre des doutes sur cette dernière, traiter une maghrébine de danseuse de rail, ou même déformer la louange qui est Allahu Akbar sans qu'on te tombe dessus. Il est si dur que ça de faire un mea culpa en disant que c'était une erreur et que l'intention de base n'était pas de blasphémer ou de discriminer. Non, mais eux préfèrent retourner la chose et se victimiser en omettant de rappeler tout ce qu'on leur reproche. Parce que quand ils rabâchent qu'on les traite de racistes ou d'islamophobes, ils ne rappellent jamais pourquoi. Et en vrai, si tu sais pas c'est quoi le fait de parler le petit nègre, bah il est difficile de voir du racisme dans cette story. Mais les concernés, eux le voient et sont blessés. Mais comme certains bénévoles qui n'ont pas compris ou pas vu la story vont envoyer des DM à Maître Fumier en mode haha, vous êtes vachement des racistes, et que ces derniers répondent avec des messages du type ouais, on est tellement raciste qu'on a déjà aidé des combattants noirs, arabes et musulmans, bah tu réussis à un peu enterrer la chose, sachant qu'il est difficile de mettre la main sur des stories qui datent de plusieurs mois. Mais voilà comment avec un simple discours, tu peux retourner les choses et même contrôler l'opinion que les gens vont avoir de toi, et ce, en ne te remettant jamais en cause et en te victimisant, tout en laissant croire que c'est de la pure injustice. Mais cette volonté de ne jamais reconnaître ses torts, ça vaut également pour leurs informations. La vérité, c'est que 95% de leurs exclusivités sont vraies et pertinentes et sortent aussi bien avant celles de tout le monde. C'est pour ça que énormément de personnes, dont je fais partie, malgré tout ce que j'ai dit précédemment, étant abonnés à leur page. Le truc, c'est que pour avoir ce auto de bonnes infos, ils utilisent certains stratagèmes. Premièrement, la classique, il leur est souvent arrivé de lâcher le fait qu'une information était sûre à 99%, histoire de ne pas se mouiller totalement. Car si ça passe, tu dis que tu le savais avant tout le monde, et si ça passe pas, tu dis bah je ne l'ai pas affirmé à 100%. Un peu comme la fois où ils ont dit que Baki à l'UFC était fait à 99,99999%, mais comme il y a eu un truc qu'ils n'avaient pas prédit, ils ont pu se ranger derrière en se disant ouais, mais on l'a pas affirmé. Ou alors comme la fois où en juillet 2023, ils ont dit qu'Abdul à l'UFC s'était fait à 90%, que le mois d'après, ils ont dit que Abdul au PFL s'était fait à 90%, et qu'une fois que l'officialisation est faite par le PFL, ils ressortent uniquement la deuxième story en disant haha, regardez, on le savait avant tout le monde. Sinon, ils utilisent aussi la technique des messages codés. Ils mettent une image énigmatique avec des indices qu'ils ressortent quelques mois après en nous disant regardez, tout était là, on vous avait tout dit. Mais déjà, où sont tous les messages codés que vous avez jamais ressortis? Et surtout, ça sert à quoi de sous-entendre que vous avez des infos si ce n'est pas pour les divulguer aux fans, sachant que c'est votre rôle en tant que média. Qui plus est censé rendre service au MMA français et à ses fans? Eux, ils préfèrent juste flex en disant regardez, on est branché, on a les infos, et ne pas s'en servir à bon escient. Comme quand par exemple, en juin 2022, ils sous-entendaient clairement qu'ils étaient au courant pour les affaires de violence conjugale de Fernand Lopez, mais qu'ils ne les ont jamais révélées et que c'est Doumbé qui a dû s'en charger. Et malgré tout ce que je viens de dire, ils osent tenir un discours dans lequel ils sont infaillibles et promettent même qu'ils supprimeront leur page le jour où ils divulgueront ou balanceront une fausse information. Chose qu'ils n'ont toujours pas faite malgré leurs multiples erreurs. Quand ils postent l'info des mois auparavant, ils ne ressortent juste pas la story et passent à autre chose. Comme quand ils ont dit que Nassourdine serait absent du PFL Paris ou que Morgan Charrière n'animerait pas l'émission MMA Academy. Mais quand c'est trop gros, ils utilisent encore leur technique de manipulation du discours. Quand ils se sont trompés sur les modalités du rachat d'Arès, ils ont reporté la faute sur leur source en disant que cette dernière n'était pas forcément renseignée sur les grands groupes de rachat et d'investissement, et c'est passé inaperçu. Certains abonnés sont même allés les féliciter en DM pour leur transparence, pendant que Fred de Gong était en train de faire un AVC pour ce manque de respect à la déontologie journalistique. À quel moment, en tant que média, tu oses remettre la faute sur ta source? Ton travail consiste à vérifier et à recouper les informations, puis à les divulguer en ton nom. Et c'est arrivé à tous les médias de se tromper. Mais ils pouvaient pas trahir leur discours d'infaillibilité. Alors ils se sont sauvés en balançant un argument absurde, et le pire, c'est que leurs suiveurs n'y ont vu que du feu. C'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle, mais je vous rassure, ils ne sont pas à leur coup d'essai dans le domaine. On va maintenant s'intéresser au revirement de la page. Quand ils étaient sur leur compte de la Transpi, ils disaient clairement qu'ils ne feraient jamais de partenariat rémunéré, car cela serait malhonnête et eux ne sont pas là pour promouvoir hypocritement un produit, mais pour rendre service et garder leur liberté d'expression. Des raisons qui sont très nobles pour un média. Mais quand les bifetons frappent à la porte, il est difficile de les refuser. C'est pourquoi, sur leur compte d'après Maître Fumier, ils ont commencé les partenariats avec des marques et des organisations. Ils ont un lien affilié et prennent une commission sur les ventes qu'ils font à travers ce lien, comme c'était le cas avec l'AEF. L'AEF qu'ils vendaient comme la meilleure organisation MMA amateur de France, dont ils louaient les mérites, la qualité, etc. Mais malheureusement, leur collaboration s'est arrêtée pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment. Et une fois le partenariat fini, Maître Fumier ont été très virulents à l'encontre de Willy Sirop, qui est le promoteur de l'AEF. En plus de l'harceler et de l'attaquer personnellement, ils se sont mis à critiquer et à descendre son organisation, la même organisation dont ils faisaient la promo quelques semaines auparavant. Étaient-ils hypocrites dans leur promotion?
Ou sont-ils tout simplement des rageux qui descendent toutes les personnes qui ne vont pas dans leur sens? Mais bon, en vrai, il reproche à Willy Syrup de faire des match-ups déséquilibrés, de mentir sur les chiffres de son événement, de tenter de combler son événement en offrant des places à des comités d'entreprise. Donc c'est des reproches qui tiennent la route. Mais alors pourquoi ne pas avoir fait les mêmes reproches au KSW avec qui vous êtes en collaboration? Ils ont prétendu que le KSW Paris accueillerait 30 000 personnes. Ils n'ont cessé d'inciter les gens à prendre leur place à travers leurs liens affiliés bien sûr, en disant que l'événement était bientôt sold out. Tellement sold out qu'ils ont inventé une histoire de bug sur la billetterie du KSW qui faisait que toutes les places tombaient à moins 50%. Ils ont félicité le KSW d'avoir offert 50 places à des étudiants. Et au final, l'affluence totale était seulement de 16 000 spectateurs. Donc plus ou moins la même situation que lorsqu'ils ont critiqué l'AEF d'avoir réservé un stade à 14 000 places pour le remplir seulement à 9 000 et d'avoir refourgué des places. C'est deux poids deux mesures entre l'organisation avec laquelle on travaille plus et l'organisation avec laquelle on travaille. Mais le plus cocasse avec le KSW, c'est leur promotion du main event. Les bookmakers estimaient que Parnas Varela était un combat à 85-90% à l'avantage de Saladin. Et ça s'est confirmé dans la cage. Mais les maîtres fumiers, qui devaient promouvoir un événement sur lequel ils touchent des commissions en fonction du nombre de places qu'ils vendent, ont osé dire que le combat était seulement un 65-35 pour Saladin. Le pensiez-vous réellement ? Ou était-ce encore une technique malhonnête pour faire valoir vos intérêts financiers et personnels? Comme quand après coup, vous avez dit que l'événement était un 19,5 sur 20 en termes d'organisation, alors que les personnes qui étaient sur place ont clairement constaté des problèmes en termes de sécurité et d'agencement de la salle. Ou alors, comme la fois où vous avez qualifié Damien Lapillus de fils du diable pour son partenariat avec Unibet, alors que vous n'avez rien dit pour BSD ou Parnasse. Ou alors, comme la fois où vous avez passé des semaines à harceler Paul Denat en disant qu'il n'avait aucune chance contre Alan Landouzi, mais qu'une fois qu'il a remporté son combat, vous avez davantage accordé sa victoire à son coach. Ou peut-être comme la fois où vous avez balancé le game plan de Mustafa Haïda à son adversaire qui était Léopold Goy. Je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Mais je pense que c'est suffisant. Au final, ceux qui sont nés pour reprocher à Fernand Lopez de faire valoir uniquement ses intérêts ont fini par faire la même chose. Ils reprochaient à la sueur d'offrir une tribune à Fernand Lopez avec la fameuse messe du mardi, mais aujourd'hui ils font la même chose avec leur compte, en promouvant leurs opinions sans contradiction possible et avec ce statut de gourou. Et si tout simplement, comme souvent avec l'être humain, ceux qu'ils critiquaient avant étaient simplement la chose dont ils étaient jaloux chez Fernand Lopez. Mais voilà, je vous ai donné assez d'éléments pour que vous fassiez votre propre avis, parce que moi j'apporte qu'une version de l'histoire et une interprétation des faits. Ma vidéo n'est pas là pour éteindre qui que ce soit, mais pour que certains puissent ouvrir les yeux sur les stratagèmes très subtils qu'utilisent les médias, car tout le monde n'a pas les clés pour les décrypter, et force est de constater que les maîtres fumiers sont très forts en communication et en fidélisation. Mais étant donné que c'est pas utilisé à des nobles fins, je ne pouvais pas continuer à les voir prendre de plus en plus d'influence sans proposer une contradiction à destination de ceux qui, malheureusement, sont un peu biaisés par la structure de la page Maître Fumier. Mon but, c'était d'aider à faire le distinguo entre la véracité de leurs informations, qui pour la plupart sont de qualité, avec l'honnêteté de leur discours, qui lui est très discutable. En bref, apporter un peu de nuance sur un sujet dont les protagonistes veulent à tout prix la polarisation, quitte à harceler ou à menacer les gens qui parlent sur eux. Une fois cette structure établie, j'ai passé la journée du mardi 14 janvier à rédiger le script, à tourner la vidéo et à la monter, et elle est sortie le soir même. De mon côté, j'avais espoir qu'elle fasse un peu plus de stats que mes vidéos habituelles tant le sujet était clivant, mais je ne m'attendais pas à secouer le MMA français de la sorte. Le premier soir, elle a atteint les 1000 vues en quelques heures, ce qui était déjà exceptionnel, mais le lendemain, tout a pris une autre tournure. Déjà à mon réveil, je me rends compte que j'ai pris 150 abonnés et que la vidéo a fait plus de 6000 vues, mais plus que les statistiques, c'est les retours et les critiques qui m'avaient marqué. En plus d'avoir eu plein de compliments et de félicitations concernant mon courage et la pertinence de mes propos, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui avaient collaboré avec les maîtres fumiers et qui m'ont donc confirmé leur malhonnêteté. Et avec toutes les personnes qui m'ont sollicité, en quelques heures, je suis passé de simple youtubeur à lanceur d'alerte et pseudo-journaliste d'investigation qui doit mener une enquête avec toutes les preuves qu'on lui apporte. Par la suite, j'ai eu deux des médias les plus influents du MMA français au téléphone, j'ai eu le manager d'un des meilleurs combattants français actuels, j'ai même échangé par message avec Romain Molina et avec d'autres enquêteurs de l'ombre qui m'ont rapporté des choses inouïes quant aux agissements du monsieur se trouvant derrière ce compte. Et en parallèle, en l'espace de 48 heures, la vidéo avait dépassé les 16 000 vues, avait récolté plus de 300 commentaires positifs, dont un de Paul Denat, et la chaîne a pris plus de 400 abonnés. Mais malheureusement, la vidéo a été supprimée par YouTube pour atteinte à la vie privée, suite à une réclamation judiciaire de la part d'une certaine personne. Après m'être renseigné, j'ai déduit que l'avocate de la personne que je soupçonnais être derrière Maître Fumier
a fait supprimer la vidéo auprès de YouTube en vertu d'un article de loi sur la diffamation. Et c'était une bonne stratégie de sa part pour éteindre le brasier et limiter la propagation de cette vidéo. Mais au final, ça ne fait que confirmer la pertinence des propos de cette dernière. Parce que si on y réfléchit, la vidéo n'aurait pas sauté si elle ne représentait pas une quelconque menace. Surtout quand on connaît l'amour des maîtres fumiers pour les personnes qui sont bancales quand ils les attaquent. Ici, à aucun moment ils n'ont parlé de cette vidéo dans leur story, alors qu'ils le font dès que quelqu'un parle d'eux. Mais c'était prévisible, car ma vidéo avait pour but de faire prendre conscience à leurs abonnés de leur malhonnêteté, et ce de manière indiscutable. Cela n'a tout de même pas empêché une partie du milieu d'avoir une prise de conscience et de voir beaucoup de langues se délier après cette vidéo. On a même ressenti la panique chez les maîtres fumiers qui, bizarrement, pendant 48 heures, n'ont rien posté en story. Mais malgré toutes ces victoires symboliques, je ne vous cache pas que je suis quand même très dégoûté de la suppression de la vidéo. Déjà en 48 heures, j'avais fait plus de vues que je n'en avais jamais fait sur une seule vidéo. Et avec du recul, en la revisionnant et en regardant les retours, je me suis rendu compte que c'était ma vidéo la plus aboutie jusqu'à présent. De par sa structure, sa cohérence, sa pertinence, sa conclusion, son message global et son impact, j'avais enfin une carte de visite sérieuse. Un travail qui cristallisait toutes mes compétences d'écriture, de recherche, de connaissance et d'esprit critique. Et ça me désolait de savoir que plus personne ne verrait cette réalisation. C'est pourquoi, directement après sa suppression, j'ai hésité à en faire une nouvelle, où je rajoute à l'argumentaire de la première vidéo les preuves qui me sont venues entre-temps, l'état de panique chez les maîtres fumiers, l'impact de cette vidéo, etc., etc. Faire quelque chose d'encore plus complet et pertinent. Mais avec mûre réflexion, je me suis dit que ça n'était pas forcément nécessaire, parce qu'au final, ma vidéo a eu l'impact qu'elle devait avoir. Elle a atteint son public et elle a fait bouger les choses, mais surtout, elle a certainement influencé l'énorme vidéo qui a réalisé la sueur, une vidéo qui synthétise parfaitement le sujet. Republier la mienne après la leur ne serait pas grandement utile, excepté pour quelqu'un qui voudrait faire passer sa reconnaissance personnelle avant un combat commun contre une personne qui a gâché la vie de centaines d'autres. Pour la trace historique, pour satisfaire la curiosité des personnes qui me la demandent encore, et pour la mettre dans un portfolio professionnel, j'ai décidé de republier la vidéo en non répertorié, et ce, en veillant à supprimer tous les passages qui ont fait que cette dernière a sauté.